Bonsoir tout le monde, salut. On se retrouve pour notre 11e épisode de Iron fait son blabla. Salut Paul, salut tout le monde. Merci de nous retrouver tous les jeudis soirs pour Iron fait son blabla. Coucou Pascal. Donc ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Stéphane Brognard, Vosgien ultra trailer, qui revient d'un périple complètement fou. Il a passé 72 jours sur l'eau, à ramer. Voilà, on a l'habitude de le voir sur terre, mais là pour le coup, il était en mer. Donc il a vécu le confinement de manière assez particulière, puisqu'il a démarré sa traversée. Le confinement n'avait pas démarré et il est revenu sur Terre. Tout le monde était confiné. Donc voilà, Stéphane va nous raconter son périple, la traversée de l'Atlantique, 5000 km à la rame, en autonomie complète. Donc voilà, on a hâte de voir comment il a vécu ça. Stéphane a fait beaucoup de trails, ultra trail, plusieurs fois la Diagonale des Fous. Ah, le voilà. J'étais sûre qu'il serait en retard. Stéphane, voilà, coucou. Stéphane a donc fait la Diagonale des Fous, je crois 2-3 fois, l'UTMB. Salut Stéphane. Salut! Et pourquoi Salut. je suis en retard? Pourquoi je suis en retard? Je m'étais préparée, tu vois, je pense que c'est le quart d'heure vosgien. Il n'y a pas de cadeau, écoute. Les 32, ça va? Bonjour à tous. Ça va très bien. Ouais. Parmi les sapins, il y a 24 heures, c'était encore Brest. J'étais encore auprès du bateau et là, je suis revenu pile poil, presque à l'heure. Ouais, t'arrêtes pas hein, depuis ton retour. T'es à droite à gauche, au four et au moulin. T'es bien occupé. Ouais, je suis bien occupé. La petite semaine de vacances post-Atlantique a été un peu réparatrice, un peu fatigante avec les médias et compagnie. Et je suis revenu, j'avais pas vraiment envie de perdre de temps. Et de toute façon, j'avais pas grand-chose d'autre à faire que de me refaire la cerise. Je commençais à ne plus supporter de ne pas avoir la grosse caisse comme j'aime avoir. Donc, je me suis tout de suite remis dedans. Je comprends. Bah, tu vas nous parler de tout ça. J'étais en train d'expliquer à tout le monde, donc raconter ton périple, mais tu vas le raconter mieux que moi. Mais avant ça, je disais que tu étais avant tout un ultra trailer, puisque tu as terminé plusieurs fois la Diagonale des Fous, je crois. J'ai fait 3 diagonales. La première, je l'ai abandonnée. J'avais passé un grand bout avec Thomas Lorblanchet. D'ailleurs, si j'en profite pour lui faire un coucou, il y a longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de Thomas. Ensuite, la deuxième, j'avais passé un long moment avec Guillaume Peretti et j'avais terminé. On avait quasiment terminé ensemble. Et puis la troisième diagonale des Fous en 2017. Ça a été pareil, un gros 26 heures pour ma troisième diagonale et j'étais plutôt content. Belle aventure. Ouais, c'est pas mal, ouais. Parmi toutes les courses que j'ai pu faire depuis 2003 et notamment depuis 2009-2010, avec beaucoup d'ultra, je pense que la diagonale, malgré tout, restera les plus beaux souvenirs. Il y a le voyage, il y a l'ambiance, il y a la difficulté et il y a ce Mafat. Et sortir de Mafat dans la vie d'un trailer, ça reste, que tu sois devant, au milieu ou à la fin, ça reste un événement exceptionnel. C'est sûr, j'imagine. J'ai hâte de vivre ça à mon tour un jour. Donc oui, tu as fait l'UTMB, l'Infernal des Vosges, enfin, tu as goûté un peu à tout type de distance au niveau du trail? Oui, ça a été. J'ai commencé mon aventure trail en 2003. Ça s'appelait les Crêtes Vosgiennes. Il y avait très peu de courses, à part la 6000D, les Templiers, quelques courses dans le coin. Enfin, en France, le trail n'était même pas vraiment encore un sport à part entière comme maintenant on peut le connaître. C'était un sport un peu de gens qui découvraient au-delà de la randonnée ou de l'athlétisme en fin de carrière et qui se jetaient dans des aventures. Et puis c'est devenu ce formidable sport qui est devenu le trail running. Et maintenant, il n'y a plus besoin de donner une définition de ce sport-là. Donc j'ai pratiqué toutes les distances, mais arrivé 2010, 2009, 2011, 2012, j'ai vraiment commencé à rentrer dans cet univers de l'ultra qui me correspondait de par mes qualités, mais aussi de par mes inspirations un peu
philosophique, personnelle et compagnie pour aller vers l'ultra. Je suis un pas vite, mais tout le temps. Donc, ça me correspondait plutôt bien de partir dans ces grandes aventures personnelles et cette introspection qui est grâce à l'ultra trail. Ouais, d'ailleurs, c'est aujourd'hui un qualificatif qui revient souvent. Tu es un aventurier. Ouais. Encore plus maintenant, tu reviens d'un périple complètement dingue. Bravo d'ailleurs. J'avais pas eu l'occasion de te dire que j'étais très, très, très admirative. Franchement, ce que tu as fait, c'est. Jamais je le ferais, mais jamais. Et comment on passe de la terre à la mer comme ça, enfin, Eh ben, après, j'ai comme une belle aventure qui s'appelle l'Ultra Trail dans ma vie, qui a commencé en 2009-2010 et qui s'est terminée, entre guillemets, en 2018 avec la grande traversée du Mercantour. J'en ai déjà inspiré plusieurs traversées, mais mon dernier grand dossard en trail a été cette 3e Diagonale des Fous. Et quand je suis revenu de cette 3e Diagonale des Fous, je me suis dit, tiens, j'ai l'impression de ne plus être vraiment dans la recherche et le développement en trail. Parce que finalement, moi, le trail et l'ultra trail a surtout été un formidable outil de développement personnel. Et ça, beaucoup de personnes savent aussi que je suis passé. Ça a été un outil pour moi. Ce n'était pas une fin en soi, le trail. Mais surtout, chaque dossard, que ce soit une petite course de village, et une petite course, je m'entends, ce n'est pas du tout péjoratif, comme ces courses avec une grosse retombée médiatique, pour moi, elles étaient du même niveau d'importance. J'étais toujours dans l'idée qu'une course, je dois donner le meilleur de moi-même, je dois être fier de ce que je fais. Et je dois surtout, en passant la ligne d'arrivée, trouver des éléments qui me permettent de dire qu'à la course d'après, je serai meilleur, ou j'aurais été travailler des éléments qui peuvent me permettre, oui, tu as évolué dans un domaine, tu t'es rendu compte de certaines choses pendant la course, tu mets des choses en place grâce peut-être à un nutritionniste, à un vendeur de basket dans un magasin, à je sais pas qui, mais pour te dire que le coup d'après, tu es meilleur. Et quand je suis arrivé en 2017, j'avais plus vraiment l'impression d'être dans cette démarche et je me suis dit, je commence peut-être à être zone de confort, comme on peut souvent l'entendre dans ce sport. Et je me suis dit, Stéphane, tu vas peut-être coaguler ou fossiliser. Trouve-toi quelque chose qui peut-être aussi continuer à nourrir tes inspirations et ton développement personnel. Et je me suis dit, fixe-toi un impossible en utilisant tes outils, tes armes, qui sont le sport ou l'activité physique, enfin peu importe. Et en attendant ma valise à Paris, de ma 3e, en revenant de la Diagonale des Fous, il y avait du retard. J'ai passé 1 heure et demie et je me baladais sur le téléphone. Et en cherchant, je vois la rame océanique. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc. Et vraiment, en regardant ce que faisaient ces gens-là, c'est Daboville, Maud Fontenoy, Mylène Paquette et compagnie que j'ai découvert. Je ne connaissais pas trop, à part Daboville. Et je dis, tiens, ils traversent les océans, ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois, tout seul dans une coquille de noix. Enfin, je me suis totalement impossible de réaliser un truc pareil. Et ben bingo, je suis sorti de l'aéroport et j'ai posté sur les réseaux sociaux. Je m'étais fixé 3-4 ans, je traverserai un océan à la rame. Voilà. Tu vois, et voilà comment c'est né. Vraiment, parce que ça me semblait impossible. Et avoir une idée impossible et le rendre possible, c'était ça. En 2009, j'avais ouvert un blog qui s'appelait 47 minutes et je pense à Robin des Genoux dans le Gif. Je pense à Mathieu Forichon qui ont été, je pense à Julien de Lyon, enfin, qui ont été les tout premiers à me suivre. Et j'écrivais en 2009, alors que je figurais à peine dans les 30 premiers des courses peut-être de village, enfin ces petites courses. J'étais très très loin de ce cas. Et un jour, je ferais top 10 à l'UTMB, tout le monde rigolait, quoi. À mes yeux, c'était impossible. Et en fait, je me plongeais dans mon propre monde pour devenir champion du monde de mon monde. Je pensais qu'à ça, jusqu'à arriver à 30 heures d'entraînement par semaine. Mais je devais faire top 10 à l'UTMB, coûte que coûte, indépendamment de tout le reste. Et ben, ça a été pareil. Un jour, je traverserai un océan à la rame et j'ai tout mis en œuvre pour y arriver, quoi. Ouais, c'est ce que j'avais vu, un de tes credos, rendre possible l'impossible. Ouais, c'est ça. Aller au bout de ses rêves. Ben ouais, et je trouve que c'est surtout un véritable moteur de vie. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin et quand tu sais que tu l'as dit à tout le monde haut et fort, mais c'est plutôt nord-américain, ça, d'imaginer dire quelque chose à tout le monde. Je vais traverser un océan à la rame, je vais faire top 10 à l'UTMB, tout le monde se dit, il se la pète, pour qui il se prend. En France, on réagit surtout comme ça. Mais pour moi, c'est un autre effet. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as dit haut et fort, tu es coincé, tu n'as plus le choix. Et tu es obligé de mettre toutes tes armes, tout ce que tu as en toi, et notamment bien au-delà de l'entraînement. C'est ta vie totale qui est imprégnée par ce truc-là. Maintenant que tu l'as dit, tu dois te l'approprier et tout mettre en place. Ouais, tu l'as là, quoi. Tous les matins, quand juste, tu as ça dans la tête.
Ouais, mais et puis c'est une bonne chose, quoi, parce que du coup, tu as ton Ouais, truc et tu vas au bout, quoi, au bout de tes exactement. envies et de tes projets. Mais je l'ai. Juste, Stéphane, je voulais quand même qu'on reparle de ce que tu viens de faire, parce que du coup, on en parle, parce que nous, on sait ce que tu as fait, mais peut-être que les gens qui sont connectés sont pas au courant. Eh Donc, ben, tu as quand même. je, il y a encore un mois, en arrière, j'étais en Martinique et je venais de passer 72 jours. J'étais parti 72 jours plus tôt de El Hierro le 14 février. C'est l'île des Canaries, quasiment au niveau de Dakar. C'est ce petit chapelet d'îles qui s'appelle les Canaries, la Trans-Grand Canaria, hein, voilà. Sauf que c'était l'île la plus au sud-ouest des îles Canaries. Et me voilà parti un 14 février et je suis arrivé là le 26 avril en Martinique, au Marin, après avoir traversé cet océan à la rame sur un bateau de rame océanique. Ce bateau s'appelle Etarco, c'est le nom du projet, c'est le nom de l'association. Et puis, c'est le nom de cette grande aventure. C'est Socrate à l'envers. C'est un clin d'œil au livre Le guerrier pacifique de Dan Millman, dont le héros est surnommé Socrate. Et puis, donc, une aventure où je ramais 13 heures par jour dans une mer qui n'a pas forcément vraiment voulu de moi. Enfin, elle s'en foutait de moi. Elle vivait sa vie, la mer. Donc, j'étais un peu obligé vraiment de m'adapter. Et ça a été un truc. C'est un truc fou, ça peut paraître dingue, mais une fois Ouais, que c'est tu es dingue. Non, mais dedans, c'est dingue. ouais, tu t'y accoutumes. Mais comme tout, j'ai envie de te Ouais. dire, il y a une célèbre phrase qui me correspond en disant c'est pas dur, passer 10 heures par jour à la mine, c'est dur. Et j'en démords pas que on a de la chance vraiment de pouvoir s'offrir ce luxe de partir dans des trucs qui peuvent paraître dingues, mais qu'une fois que tu es dedans, comme toi, comme la plupart des personnes qui sont en train de suivre là le live, ont forcément vécu des moments d'ultra trail où vraiment t'as pas vraiment trop Tu le te dis, choix, qu'est-ce alors que je t'es fous là, dedans. quoi. Voilà. Ouais, Une ouais. fois que tu es dedans, qu'est-ce que tu veux faire? Et en Ouais, plus, ouais, mais là je non, suis mais dans. quand même, quoi. Ah oui, oui, non mais je La taille, minimise attends. pas. Donc, pour rappel, tu as fait 5000 km en 72 jours, tout seul sur ton Ouais. bateau, à la rame. La taille de ton bateau, c'était combien? Il fait 7,60 m, il fait 1,60 m de large. En allant sur, si vous tapez Tarco sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous allez vite voir mon bateau. Donc c'est un bateau qui se compose de Un trois petit parties. truc. Alors c'est une toute petite coquille de noix, je veux dire, 7,60 Ouais, ouais. m, Non, mais je le mètre précise quand 60 de même parce large. que il faut Voilà. t'imaginer, tu vois, en plein milieu de l'Atlantique, dans ton petit bateau tout seul, Ouais. au milieu des vagues et tout, parce que d'après ce que j'ai vu, il y a eu 5 jours très, Ouais, au très début, ouais. compliqués. Ouais, Très avec compliqué. tempête. Surtout que je suis quand même passé du lac de Gérardmer, qui est plutôt une flaque relativement plate. Tu connais le lac de Gérardmer. Je suis passé du lac de Gérardmer à l'océan Atlantique, si tu veux. Donc, la transition était un peu particulière. Ouais. Et ouais, c'était un peu spécial, mais j'ai été très surpris les 4 premiers jours. Là, maintenant, j'en rigole, je fais le malin. Je peux te dire que Ouais. les 4 premiers jours, j'avais des creux de 8-10 mètres dans une houle. J'étais projeté c'était 26 à 30 nœuds. Tu es projeté là-dedans, tu peux rien faire d'autre que de bien régler ton bateau 90 degrés par rapport à la vague pour pas qu'il te prenne dans les rouleaux. Et franchement, tu pries, t'attends, tu souhaites que ça se passe bien, tu flippes pendant 4 jours. Enfin, tu fais vraiment pas le malin et tu n'as pas le choix. Et après, après la mer s'est un peu calmée, tellement calmée que j'en suis arrivé à avoir, parce que je dois suivre les courants qui s'appellent les alizés, enfin le vent qui s'appelle les alizés, qui part donc d'Afrique vers les Caraïbes, qui se charge en chaleur, qui remonte le long de la Floride et qui revient sur les côtes européennes, anglaises et françaises pour apporter de la douceur, ça s'appelle le Gulf Stream, et qui tourne comme ça dans l'Atlantique. Ce courant tente à s'arrêter, et on est dans des vrais problèmes d'écologie, là aussi, sans le vouloir, et que cette grande masse d'eau froide qui vient couper ce courant-là a fait aussi qu'il n'est plus dans une continuité et qui aurait pu me pousser et me tirer, m'accompagner tous les jours. Il le faisait qu'une fois, un jour sur 5 ou un jour sur 6. Donc, je veux dire, en ramant théoriquement entre 35 et 55 jours, ce genre de traversée depuis 30 ans que quelques athlètes font ça, ça se fait bien, enfin ça se fait bien. Non, là, il fallait que je rame 13 heures par jour et ça a duré 72 jours parce que le courant est le vent. Donc, 2h30 du matin, 3h de l'après-midi, je suis passé par tous les états qu'on peut s'imaginer. J'imagine. L'Ultra Trail a été une belle école aussi pour en arriver à faire ce genre de choses et aussi d'autres qui arrivent.
Mais cette motivation du pas le choix, ça en ultra trail, on ne la connaît pas. Parce qu'en ultra trail, on est quand même dans un confort où tu peux à tout moment, et on connaît Arrêtez. tous des athlètes qui se sont tous arrêtés pour une mauvaise raison en ultra, soi-même. Bien sûr. On est bien obligé de reconnaître qu'on a tous un jour raccroché le dossard pour des futilités, parce qu'on n'était peut-être pas à la place qu'on voulait, ou que, et personne ne pourra me démentir. On a tous vécu ça parce qu'on n'était pas là pour les bonnes raisons, parce qu'on s'est vraiment pris dans les pieds dans le tapis avec soi-même. Et on travaille, on l'a tous vécu. Là, tu n'as pas le choix. Tu peux pas, t'as pas d'assurance. Enfin, tu dois y aller. Et puis quand tu es à un ravito en ultra trail, tu as la famille, c'est assez facile de dire bah voilà, allez, je monte dans la voiture et j'arrête. Alors que là, tu n'avais pas du tout de solution, quoi. Enfin, alors, même si tu n'avais pas envie. J'avais quelques solutions qui s'appelaient le téléphone Iridium. Ça te permet forcément d'envoyer quelques petits messages, d'avoir quelques appels. Alors, je te promets que les appels que j'ai envoyés aux copains, à la famille, c'est tellement pourri ce téléphone satellite que laisse tomber. On s'envoyait quelques textos. Et encore, quand tu envoyais des messages, bien souvent, je recevais des fois que le début du message n'avait pas la fin. Et eux, ils recevaient des hiéroglyphes parce que ça marchait mal. Enfin, c'était une catastrophe. C'est frustrant. Bon, mais tu sentais une forme de soutien. Mais tu sais aussi que tu es dans une aventure où tu engages ta personne totalement. Mais tu engages aussi, par rapport à ce que j'ai pu connaître en ultra-trail, tu engages aussi tout ce qui a été mis en place. Alors, les partenaires, et ça, on est tous à peu près, peut-être les coureurs qui ont l'habitude d'avoir des partenaires, savent aussi que dire merci, c'est déjà passer la ligne d'arrivée. Et donc, bon, ça fait aussi partie du jeu, mais là, bien au-delà. C'est-à-dire que dans ce bateau-là, il y a eu tellement de... Moi, je pense à des partenaires financiers. C'est essentiel, il ne faut pas se mentir. C'est comme ça que ça fonctionne. On a besoin de beaucoup d'argent. C'est un projet à plus de 150 000 euros de traverser l'Atlantique à la rame. C'est le bateau, c'est le matériel, c'est l'acheminement, c'est la technicité, peu importe. Mais c'est toutes ces personnes qui viennent donner un coup de main. C'est toutes ces personnes, mais comme on travaille, toutes ces personnes qui sont au quotidien, c'est la famille, c'est les gens autour de toi. Sauf que là, c'est des personnes limitantes. Ils ont tellement œuvré au projet que quand tu es à bord, et ben la première chose, la première des motivations, déjà, tu n'as pas le choix, c'est d'être là. Mais souvent, je me suis dit, Stéphane, tu es là aussi pour dire merci. Peut-être à ces donateurs, à ces gens qui ont donné de leur temps, à des gens qui ont donné de leurs compétences gratuitement. Et dire merci à tout ça, à la plupart, à une bonne partie du département des Vosges, je peux te dire que ça te pousse au cul, ça. Ouais, j'imagine bien, j'imagine. Ouais. Et c'est une bonne motivation. Juste, Stéphane, je rappelle aux gens qui sont connectés, déjà, je remercie les gens qui nous suivent, que vous pouvez poser des questions à Stéphane. Voilà, elle est là pour vous répondre. Des questions sur sa traversée, sur comment il a récupéré. Moi, ça m'intéresse aussi de savoir aussi où tu en es aujourd'hui. Comment s'est passé tes premiers footings d'après traversée, parce que de passer assis dans un bateau 72 jours, j'ai vu quand même que tu as fait quelques plongées. C'est cool ça. Alors, ouais, je plongeais une bonne vingtaine de fois. J'avais quand même la chance d'avoir un océan pour moi tout seul. J'ai eu, alors c'était pas toujours la grosse mer, hein. Des fois j'ai eu des moments tellement calmes que c'en était presque pénible parce que j'avais envie d'être poussé. Mais j'ai eu des moments juste incroyables, notamment une soirée. C'est le soir où un journaliste de l'équipe, parce que pendant que vous étiez confinés, l'équipe n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et j'ai passé un grand moment pour faire un bel article dans l'équipe. J'ai eu un calme plat. C'était incroyable, un calme plat incroyable. Je suis allé plonger. Mais c'était mérité, Stéphane. Hein. Tu n'étais pas dans l'équipe. Oui, je sais bien. Ouais. Et donc, effectivement, aller dans l'eau, c'était un des rares moments où je pouvais peut-être me mouvoir autrement. Parce que dans ce bateau-là, tu rames 13 heures par jour, mais tu ne fais pas que ramer 13 heures par jour. Tu es dans un endroit très exigu. Il faut avoir une certaine souplesse. Et toute la préparation, il ne faut pas être champion olympique de rame pour traverser l'océan Atlantique à la rame. Je pense qu'il faut une très bonne constitution. Il faut déjà une bonne raison personnelle de le faire, mais il faut aussi surtout une préparation physique générale pour éviter notamment les blessures et les tendinites. Ça aurait été catastrophique de choper une tendinite. Alors, tu prends des coups, tu te fais mal, je ne sais pas quoi, mais la tendinite, ça aurait été une horreur. Alors, pour éviter cette tendinite, moi, je suis vraiment parti dans une préparation physique totalement générale. C'est bon, je t'ai retrouvé. C'est bon? C'est bon. Tu m'entends? Allô, allô? Tu m'entends? Ouais, moi, c'est parfait. Allô, allô? Ouais, allô?
Que se passe-t-il? Est-ce que ça fonctionne? Eh ben, C'est moi, bon, je je t'entends t'ai retrouvé, nickel. moi. Bon, on Voilà. touche plus Donc, rien. on touche. Non, je te disais, ma préparation a vraiment été basée sur du général. J'ai nagé, j'ai couru, j'ai fait de la rame, j'ai fait de la musculation que je n'avais jamais fait. Je ne voulais surtout pas être blessé. Mais par contre, il était Ouais. impossible de m'étirer dans le bateau, c'est très compliqué. Donc, aller dans l'eau, ça avait véritablement un moment de détente et surtout de se mouvoir autrement, Ouais, d'utiliser les articulations autrement. Donc, j'y suis allé une je vingtaine comprends. de fois sur les 72 jours. J'avais la nécessité aussi d'aller jeter un œil sous le bateau pour des fois un peu gratter la coque si jamais il y avait quelques Mmh. problèmes. Et puis ben, je restais dans l'eau, j'étais attaché parce que le bateau continuait à avancer, il dérivait la nuit. Quand je ne ramais pas, le Et bateau ouais, allait vers ma direction, je réglais le gouvernail, mais je nageais, je bougeais autrement et c'était super agréable dans une eau d'accord. turquoise magnifique. Voilà, Ouais. des moments agréables. Ouais, j'imagine bien. Bon, on a quelques questions, donc je vais quand même te les poser, hein, parce que là, Vas-y. on a des questions qui arrivent des gens qui sont connectés. Il y a Pascal qui demande comment tu faisais pour dormir Alors, et si tu as eu le mal de mer. oui, alors non, alors pour un Vosgien, je n'ai pas le mal de mer, mais le mal de terre. C'est ballot. Ah, Hein. Alors, d'accord. le mal de mer, alors le mal de mer, il s'est un petit peu traduit et c'est inévitable. Moi, j'ai eu quelques petites, mais pendant ces 5-6 premiers jours, tu sens, tu n'es pas malade, enfin moi, je n'étais pas du tout malade, tu sens un certain voile au niveau de l'estomac de ne pas avoir cette facilité d'ingurgiter l'alimentaire très facilement. Bon, mais ça Mmh. passe. Moi, c'était un voile. J'avalais 5000 calories par jour. Donc du coup, non, ça allait. J'avais pas eu pas du tout D'accord. le mal de mer. Franchement, ça s'est bien passé. Le bateau est constitué de 3 parties. En aviron, on va à l'envers. L'aviron est un sport de jambes, n'est pas un sport forcément de bras. C'est-à-dire que Mmh. l'aviron est un sport où tu as le corps totalement regroupé, les bras tendus. Tu es très très gainé au niveau du dos, au niveau du bassin, et tu pousses très fort sur un siège à roulettes sur tes jambes pour emmener tout le corps, le haut, et tu termines par une virgule en tirant avec tes bras, comme on peut voir en aviron. Voilà. Et en face de moi, donc le bateau est coupé en 3 parties. J'avais une partie devant moi, donc la partie arrière. Cette Mmh. partie dedans, j'avais une couchette, un cercueil. Je ne peux pas mieux te dire qu'un cercueil. 60 sur 60, sur 1,90 m de long. Ça, c'était la partie au fond. Sur les côtés, j'avais des placards. En dessous de ma couchette, j'avais un désalinisateur. J'avais une réserve d'eau. Je désalinisais mon eau pour avoir de l'eau claire, potable. Et puis, quand je rentrais dans mon bateau, avant cette partie couchette, ces placards et ces placards en dessous de moi, j'avais une toute petite cuisine avec un jet boil, avec 2-3 petits coffres. Et de l'autre côté, j'avais tous les appareils électroniques comme une sorte de petit bureau. Et puis voilà. Et derrière moi, ce qui était la partie avant du bateau, c'était une réserve de matériel, du matériel de rechange, du matériel mécanique, les combinaisons de survie, enfin tout ce petit matériel dont j'ai besoin pour réparer parce que j'ai tout à bord. Et puis de la bouffe, des sacs bouffe, des poches. Je les avais mises en filet. J'avais un pack par jour, 5000 calories. J'avais 70 packs, j'en ai passé 72. Donc il a fallu un peu jongler en sachant qu'à la fin, il y a des choses qui passaient plus du tout. Donc quand Mmh. j'ai commencé à rationner dès le milieu, j'ai surtout mangé des choses que je n'aimais un peu moins pour être sûr à la fin de pouvoir avoir gardé les compotes, les veilles du Bouddha, les Mmh. bars et les yabons. Gavé de yabons. D'accord. Bon, t'as pas répondu à notre question quand même, la question de Pascal. Comment tu faisais pour dormir? Alors, ah oui, pardon, le sommeil. Alors, le sommeil, en gros, moi, je finissais le rami à 15h30. J'avais la vie quotidienne. Il fallait que je me lave, il fallait que je me rince correctement. Enfin, je faisais tout ça. Et vers 18h30, 19h, je tapais mon compte rendu, je l'envoyais, je me longeais. Et à partir de là, j'essayais de dormir. Les plus longues nuits que j'ai dû faire, c'était 3/4 d'heure, à peu près. Je dormais jusqu'à 2 heures du matin. Alors pourquoi 3/4 d'heure? Une demi-heure, 3/4 d'heure. C'était pas une volonté. C'est-à-dire que dans un bateau comme celui-là, il est toujours en train de bouger. Et si tu veux, par jour, je prenais entre 15 et 20 fois un coup de poing fort quelque part dans le corps, je ne sais pas où et je ne sais pas quand. Mais notamment la nuit, quand tu as la tête qui vient taper contre les placards, le cou, le genou, Ouais. c'est toujours en train de bouger. Et puis à un moment, tu te réveilles, tu as le sentiment que le bateau, il dérive peut-être pas comme tu avais réglé. Tu le sens à force, tu es dans l'eau tout le temps. Donc tu te réveilles, tu regardes l'axe dans lequel va ton bateau, tu es obligé de faire du réglage. Enfin, tu es toujours sur le qui-vive, tu vois. Et Ben donc ouais. finalement, je plongeais. Et comme C'est en des ultra trail, micro-sommeils, quoi.
C'est pas Voilà, dans un et sentier comme en très ultra profond. trail, je le pratique beaucoup, notamment à mes traversées, et c'est quelque chose que je manie bien, me laisser partir et revenir et avoir l'impression d'avoir fait une nuit complète. Je pense que peut-être que ceux qui ont fait la PTL, ceux qui ont fait la grande traversée des Alpes ou qui sont allés se balader longtemps, ou même des fois en ultra, hein, moi je pense aux ultras parce qu'on faisait ça d'une traite sans s'arrêter, mais que quand je faisais mes grandes traversées, il y avait au moins 3 siestes d'un quart d'heure, se laisser plonger, revenir. Beaucoup de trailers et d'ultra-trailers le pratiquent. Et ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai fonctionné comme ça pendant très longtemps. Et j'ai eu très peu de nuits vraiment reposantes. Donc, c'était que ça. Mm. Alors, c'était plusieurs fois, maximum une demi-heure, trois quarts d'heure tous les jours. Pendant D'accord. 6 heures, 7 heures. Ok. Merci pour ta réponse. Johan nous demande quel type de mammifère marin tu as croisé. Oh Est-ce là qu'il y a là, des alors. bêtes qui te font peur? Ouais, non, non. Alors, il n'y a pas eu de bêtes qui me font peur. C'est un peu. Alors, il y a le mythe du requin, un peu comme il y a le mythe du loup dans les Vosges. Eh ouais. Si vous en voyez un dans les Vosges, je suis preneur. On a tous vu des traces, mais on ne le voit jamais. En mer, par contre, ouais, la première fois que je suis allé dans l'eau, j'ai vu une belle ombre en dessous de moi qui avait bien l'attitude d'un beau requin bien sympathique. Ils sont pas franchement méchants. Il y a plein de sortes de requins. J'ai vu des requins quand je tuais du poisson au harpon. J'ai de la dorade coryphène ou autre, je rejetais. Moins de 10 minutes après, si j'avais pas beaucoup de courant, t'inquiète pas qui tournait autour. Sinon, alors j'avais des tout petits poissons sous mon bateau. C'est un peu un bois mort. D'accord. Ça attire les petits poissons qui viennent se protéger, donc ça en attire d'autres. J'ai eu un espadon pendant 2 jours qui m'a suivi dans le sillage. J'ai eu une après-midi avec un banc de dauphins, mais ça a duré 3 quarts d'heure, 1 heure, sur une largeur des milliers de dauphins qui passent, qui te doublent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. J'ai eu des passages de dauphins et notamment le grand dauphin. C'est un poisson qui fait quasiment plus de 10 mètres, le grand dauphin. J'ai pas eu de baleine, qui a tourné autour de moi pendant une journée complète. Il se rapprochait, il se Waouh, rapprochait, il jouait. Ça a duré une journée. Et vers c'est 15h30, énorme. j'ai vu cette masse noire arriver. J'ai eu le temps de déclencher la GoPro. Et cette masse noire, elle est sortie à côté du bateau. Son œil était à 50 cm de moi. Hein, je suis tout près de l'eau. Il s'est frotté au bateau. Il a replongé. Je ne l'ai plus jamais revu. Et ce moment est Ah, incroyable. Ouais, ouais, tu t'as des moments m'étonnes. comme ça. Ah, ça va Voilà, rester gravé. exactement. Ouais, ouais, c'est des moments magiques. Ouais. Loïc nous demande si tu as été témoin de pollution ou de déchets en plein océan. Ouais, Ouais, on connaît la réponse on peut en malheureusement. parler. On est obligé d'en parler sans déconner. Quoi. J'ai vu un C'est horrible. objet qui n'a strictement rien à foutre dans l'Atlantique tous les jours. Et quand tu sais que mon champ de vision, il était de 10 mètres, enfin, je veux dire, au-delà de 10 mètres, tu vois, tu vois plus rien, tu distingues de l'eau, mais sans plus. Et ben, dans ce rayon de 10 mètres, sur une longueur d'à peu près 80 km par jour, donc tu fais un ovale de 80 km de long sur 10 mètres de large. Donc il y en a beaucoup des 80 km sur 10 mètres de large dans l'Atlantique. Et ben tous les jours, il y avait un objet qui n'avait rien à faire qui était là. C'était des manteaux, des perruques, Ouais, j'allais te dire, c'est quoi le pire truc? Tu sais, le pire truc que tu as vu, tu t'es dit, mais non, quoi. Pas ça. Ça va du container. C'est un cimetière à des containers. Un container qui flottait à mi-hauteur, ça te fait peur. Et tu te dis, c'est quoi de ça? Un container. J'ai vu un frigo, quoi. Tu sais, les espèces de gros congélateurs, ça flotte à moitié, ces trucs-là, parce que c'est bien fermé, tu vois. J'ai vu les perruques roses, là, tu sais, que toi, quand tu fais, je sais pas, quand tu fais la cour avec tes copines en boîte, j'en sais rien, enfin, des trucs improbables, des manteaux, un manteau de cuir, j'ai vu des trucs. Alors, après, j'ai vu des filets dérivants. C'est-à-dire qu'il y a aussi les pêcheurs qui laissent des bouts de filets ou qu'il y a des filets dérivants avec des trucs. Mais j'en voyais des chaussures, des trucs. Et je me dis, mais c'est pas possible. Sans côté tout ce qui doit être au fond, sans côté, enfin, improbable. Improbable. Et ça, tous les jours, c'était ça. Et, enfin, voilà, j'imaginais aussi l'impact que ça pouvait avoir déjà sur la faune, la flore. Enfin, c'est cette petite chose, mais multipliée par des millions depuis 50 ans, que c'est comme ça, ou 100 ans, t'imagines que forcément, ça fout un bazar sans nom. Hein, et que quand moi j'étais confronté à être obligé de passer 70 jours à ramer 13 heures par jour, parce que le Gulf Stream s'arrête, il ne s'arrête pas par hasard, même si on est dans un cycle naturel. Enfin, je veux dire, ce type de comportement, c'est quand même dingue, et sans compter les conséquences humaines. Et forcément, ça va dériver aussi sur ma prise de conscience, qui va faire aussi que le Pacifique, que je vais traverser à la rame en 2024, a été totalement changé
d'esprit parce que je me dis que ces conséquences vont avoir des conséquences humaines. Nous, on vit dans un pays où tout va bien. On ne se rend même pas compte qu'il y a des gens actuellement, et il y en a un paquet d'îles, et ça commence même des fois un peu sur nos côtes, c'est des gens qui vont se retrouver, les réfugiés écologiques. Ça nous paraît tellement loin et vaste, enfin je veux dire, on a autre chose à penser dans nos vies, sont quand même des gens, des peuples qui du jour au lendemain, soi-même, de par nos comportements, alors c'est pas de jeter des trucs à la mer, bon bah bref, ok, mais tous nos comportements, tous chacun au quotidien, d'avoir une petite goutte d'eau qui va peut-être un peu limiter la casse, mais la mécanique est lancée. Et c'est aussi pour ça que ces réfugiés écologiques dans le Pacifique, j'ai envie d'aller à leur rencontre à la rame, avec des choses très sommaires, d'en profiter pour faire des reportages avec eux, sur eux, de faire remonter ces images dans les grandes chaînes de télé pour pouvoir qu'on en parle d'eux et mieux les connaître, pour mieux les accueillir et ne pas les accueillir comme on le fait. Hein. C'est un projet vaste, et Tarkus, on en parlera peut-être à la fin, et c'est pas forcément le sujet aujourd'hui et le débat, mais si tu veux, cette question de l'écologie, mais je me suis dit, c'est pas possible dans une telle masse d'eau qu'on puisse voir autant de poubelles. Quoi. Enfin, c'est dingue. Quoi. Ouais, c'est triste. Ouais. Oui, parce que effectivement, ce projet s'intégrait dans un projet global sur la durée, puisque tu avais l'objectif de faire la traversée du Pacifique en 2021 à la base. Voilà. Et donc, ce projet, tu l'as décalé pour diverses raisons. Les raisons, elles sont simples. Déjà, il est clair qu'après un Atlantique en 72 jours, retrouver la disponibilité mentale pour refaire ça, c'est à peu près comme dire à un athlète, alors il y en a qui le font, tant mieux pour eux s'ils y arrivent, après un UTMB, 15 jours après, repartir pour une diagonale des fous. Ils font un retour une semaine après, ça fait un peu juste quand même, tu vois. Et par contre, non, et je voulais donner beaucoup plus de sens. Je n'avais pas du tout envie de repartir dans une épreuve totalement individuelle, ou si c'était juste pour aligner une performance personnelle de plus à mon CV, et à quoi bon, j'ai envie de te dire, ça n'aurait pas été terrible, entre guillemets. Ouais, donc j'avais beaucoup plus envie de donner du sens. D'accord, mais comme c'était ton projet initial, ça veut dire que tout ça, tu n'en avais pas conscience au départ? Tu t'étais dit, ça va pouvoir s'enchaîner sur le papier, ça te paraissait réalisable? Ouais, complètement, bien sûr que ça me paraissait réalisable. Et après avoir vécu cette expérience, j'ai été obligé de revoir la copie. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est de ne pas non plus pouvoir facilement, si tout était écrit d'avance, ce serait bien. Par contre, tendre vers, et je pense que chacun, et là on est forcément obligé de faire les parallèles avec ce que vivent, parce que moi, oui, c'est un projet énorme, on parle de plusieurs mois, ça peut paraître fou, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes, c'est au quotidien, il y a des personnes qui ont peut-être prévu dans leur vie de réaliser une performance ou une course. Rien que de passer la ligne d'arrivée d'un 80 km, c'est pour eux une montagne incroyable. Et puis ils ont dit, tiens, je vais faire ça en 2 ans. Et puis finalement, ils ont un 50 bornes, ils ont du mal à le passer, ils en retentent un autre, et puis ils se blessent, et finalement ça va reporter les choses, et puis il arrive des événements de vie, tiens, il arrive un virus, un truc. Donc on garde quand même le cap, entre guillemets, mais on est obligé de réadapter les choses, et on ne lâche pas son affaire, mais on lui redonne peut-être une autre sens, une autre direction, on prend un autre chemin pour y parvenir. Et quelqu'un qui rêve de faire le 80 km de Mont Blanc, enfin le 90 du Mont Blanc, qui passe beaucoup de temps à s'y préparer, qui l'a mis sur 2 ans, et que finalement il y a des choses qui ne passent pas et que ce sera sur 4 ans, mais qui garde le cap, c'est ça, cette fierté personnelle. Et moi, cette fierté personnelle, ce sera de faire un Pacifique en lui donnant du sens, en l'ayant presque habillé davantage. Ça me plaît. J'ai regardé beaucoup de choses sur ton défi, sur ta traversée. Il y a énormément d'articles, vidéos, interviews qui sont parus quand tu es arrivé. Et j'ai beaucoup entendu, je me suis créé mon monde. C'est quelque chose qui revient souvent dans tes expressions. Et quel était ce monde dont tu parles? Qu'est-ce que tu t'es créé comme monde, du coup? J'ai l'habitude de vivre dans un monde comme tout à chacun. En plus, je suis plutôt moteur dans ma vie, je suis plutôt moteur dans mon existence. Moi, tu me mets en groupe, je suis celui qui va le plus parler, hyper sociable, hyper communicatif, j'ai envie d'être avec les autres. C'est ma nature. C'est comme ça. Par contre, quand tu te retrouves seul dans ce truc-là, je te jure, les 10 premiers jours, mais tu prends une claque. Parce que déjà, tu refuses d'être là. Tu es presque en colère d'avoir eu cette idée saugrenue. Tu es presque à foutre ta tête ailleurs que là. Tu n'acceptes pas d'être là. Et pourtant, je suis préparateur mental pour sportif de haut niveau. Donc, je vais te dire que la problématique de ne pas avoir la tête et le corps au même endroit, je la connais par cœur.
Et pourtant, tu te prends une gifle, mais c'est monumental. Et à partir de là, tu dis, voilà, attends. Tu vas tout démonter, un peu comme le mec en ultra trail, qui trouve toujours une bonne excuse éventuellement pour mettre le clignotant à droite, parce qu'il refuse d'être là, parce que c'est pas exactement comme il avait imaginé, je sais pas quoi. Et donc j'ai dit non, on va tout arrêter. J'ai dit bah voilà, ton nouveau monde, c'est celui-là. C'est un monde où tu es à ramer tant de jours, tu es là, tu n'es pas dans le barbecue, tu ne pourras pas aller faire le barbecue avec les potes, parce qu'il y arrive les beaux jours et qu'ils sont confinés avec les voisins, non, tu ne pourras pas le faire. Donc finalement, accepte que tu es là et redeviens locomotive. Et c'est de là que j'ai commencé aussi à écrire mes CR. Et quand je dis j'écris un nouveau monde, c'est vraiment ce monde du compte-rendu. Je ne sais pas si tu as la chance de lire les comptes rendus que je faisais chaque jour. J'ai monté ça un peu comme une pièce de théâtre, avec des personnages. Mais vraiment, il y avait Jean-Paul, il y avait Wilson, il y avait machin, enfin ça. Et je me suis créé tout un monde, tout un univers. Et je passais des fois 13 heures par jour à savoir comment j'allais écrire le soir, écrire cette pièce de théâtre de ce que j'avais vécu dans ma journée, tu vois. Et ben, rien que ça, je redevenais locomotive. Et j'avais des retours de par mon équipe à terme, ils me disaient ah, le CR il est vachement suivi, il y a des gens à qui ça fait du bien pendant le confinement, ainsi de suite. Et ben je m'étais dit ça y est, j'ai redéfini mon monde, c'est se lever à 2h30 du matin, alors que dans mon quotidien je ne me lève pas à 2h30 du matin. Mais j'avais créé un autre univers et j'avais tout mis en place pour être vraiment, c'était vraiment agréable, quoi, vraiment. Alors, moi, j'ai beaucoup entendu quand même le mot enfer dans ce monde. Tu as quand même dit, tu as vécu un enfer, quoi. Ouais. Donc, c'était agréable, mais c'était un enfer quand même. Un enfer agréable, alors. Ouais. C'est deux choses qui s'opposent, agréable et enfer. Ouais, la nature humaine, elle est quand même plutôt faite. La nature humaine, elle est faite pour se souvenir des bons moments. Ouais, pour heureusement. se souvenir que du bon moment. Les bons moments, c'est ces petits moments où tu trouves le bon fil dans la bonne vague et que le bateau il glisse bien entre la houle, le vent et tes compétences et ça roule bien. C'est ces moments de nuit avec des ciels étoilés incroyables. C'est ce moment où je rigole moi-même de ce que je peux écrire dans le CR le soir, de trouver ça. Mais sinon, le reste du temps, c'est une catastrophe. Hein. T'en bats vraiment et puis tu te fais taper dessus et puis ça avance pas comme tu veux. Le niveau de résistance à la frustration. C'est quoi qui a été le plus dur pour toi? Les coups. Physique, mental? Ouais, les coups physiques. Le fait de se faire taper, de se faire violencer comme ça par les coups de rame dans les tibias, dans les cuisses, de taper, de s'ouvrir le front en pleine nuit parce que tu viens taper au-dessus une prise électrique. Ouais, c'est les coups. Les coups, c'est ce qui aurait vraiment pu me faire craquer, c'est ces coups physiques. De prendre tout le temps des coups, tout le temps. Sinon, le reste, faut y aller. Et puis, on a des tempéraments dans les Vosges. On se demande même si on n'est pas content, plus c'est difficile, plus on est content. Alors, je sais pas, tu vois. Et avec ces coups dont tu parles, tu avais des hématomes, tu avais des traces? Ah ouais, carrément. Ouais, les tibias, cuisses, le front, une petite cicatrice qui restera un moment, je pense. Ouais, tu te fais un peu tabasser de partout parce que c'est tout petit, que ça bouge tout le temps. Donc, mais bon, ça passe, mais c'est jamais agréable. Je veux dire, tu sais, quand tu vas te taper l'orteil en pleine nuit, là, quand tu vas au WC, là, en pleine soirée, là, eh ben, c'est ça tout le temps. Ouais, c'est usant. Mais... C'est comme, tu sais, comme quand il y a trop de vent. Le vent, c'est fatigant, quoi. Donc ça, là, j'imagine que c'est un truc que tu maîtrises pas, que tu arrives dessus. Exactement. Après non, le reste, physiquement, tu tiens, tu es dans un geste assez cyclique. Quand tu as trouvé la bonne musique, c'est pas un geste très violent. Enfin, en tout cas, tu accompagnes ton bateau. Je gagnais entre 0,5 et 1 nœud à ramer par rapport à ce que la dérive, le vent et le courant m'emmenaient. Sinon, non, il n'y avait pas de difficulté. J'ai eu une bonne douleur entre les omoplates. J'ai eu des vertèbres qui se sont un peu bougées. Sinon, j'ai eu des énormes courbatures au début aux jambes. Parce que c'est un sport où il faut vraiment pousser et j'activais vraiment les jambes. Sinon, plus aux jambes qu'aux bras? Au début, ouais. Ah ouais? Ouais. Plus aux jambes qu'aux bras, ouais. Mais sinon, ça allait. Ok. On a beaucoup de personnes qui te demandent si tu as l'intention d'écrire un livre. A priori, bien sûr. Le livre va s'écrire. Je vais attaquer fin de ses vacances. Je laisse un peu poser les choses. J'ai pas envie de faire un livre purement d'aventure où je vais raconter mon histoire
des livres d'aventure, on en a tous lu. Raconter que j'ai eu des grandes vagues et que je suis un héros, j'ai pas du tout envie de ça. C'est pas du tout mon genre et j'en ai pas envie. J'ai pas envie d'être donneur de leçons. J'ai pas envie de dire que je suis meilleur que les autres. Par contre, j'ai envie d'expliquer comment tu en arrives à vouloir un jour traverser un Atlantique à la rame. Pourquoi tu en arrives un jour à vouloir faire un UTMB. Pourquoi tu en arrives un jour à vouloir faire plusieurs fois la Diagonale des Fous. Pourquoi tu en as... Enfin, c'est pas. Les gens peuvent pas me dire j'aime ça. Enfin, je veux dire, j'ai quand même du mal à imaginer qu'on puisse se dire j'aime courir de jour comme de nuit, des fois à vomir au ravito, à me foutre à moitié sur la tronche en courant 160 km, parce qu'on se fait pas toujours du bien quand on fait un ultra trail, et me dire j'aime ça, j'y crois pas d'un brin. Enfin, on n'est pas débile. Par contre, il y a une démarche personnelle. Et moi, elle est depuis mon enfance peut-être. Et j'ai aussi envie de raconter un peu tout ça au travers de mon livre et ce développement personnel que j'ai mis en place. Non pas pour dire voilà, mais raconter une histoire et que peut-être qu'il y a certaines personnes en lisant ce livre se disent tiens, c'est marrant, peut-être que deux, trois petits trucs, ça peut, si je me les approprie et que j'essaie de me les mettre à moi-même, ça peut peut-être m'ouvrir quelques perspectives dans la vie et qu'il n'est jamais trop tard. En 2017, à 42 ans, ou enfin j'avais 41 ans, se dire que tu vas traverser un Atlantique ou tu vas traverser un océan à la rame, tu pourrais dire mais pourquoi alors que tout va bien au trail, je fais du coaching pour les athlètes, en ma vie ça roule quoi. Ben non, je veux dire, on ne fossilise pas dans la vie, il faut toujours se refixer des impossibles et ça donne un moteur et c'est parti et ça s'arrête et comme ça jusqu'à la fin. Et ça peut-être accompagner des personnes, notamment avec malheureusement tout ce qu'on est tous en train de vivre, un monde qui change ou un monde qui évolue et qui se métamorphose. Bon, on a hâte de le lire en tout cas. Et je suis pas la courant de l'année prochaine. D'accord. Et l'après, comment s'est passé ton retour sur Terre pour tes jambes? Comment se sont passés les premiers footings? Et il y en a une question aussi qui est passée. Est-ce que cette aventure t'a permis de te rendre compte que ta pratique est et restera le trail? Oui. Alors on va déjà commencer par la première question qui est le retour sur Terre. Alors le retour sur Terre, c'est un peu particulier. Déjà, après 2 mois et demi, qu'est-ce que tu es content de pouvoir revoir des gens. Enfin, c'est incroyable. Une semaine avant, je tombe sur Energy Observer et là, c'était juste merveilleux. C'était vraiment incroyable de voir. J'ai vu les images, ouais, ça devait être magique, incroyable. Ouais. Puis en plus, ils m'ont donné du pain, du beurre et de la terrine. Alors tout allait bien. et si tu veux, ensuite, le retour sur Terre a été. Alors là, c'est là où j'ai pris le mal de terre pendant une petite semaine. Bon, bref, ça s'est plutôt estompé. Plus du tout de force aux jambes. Vers la fin, j'avais vraiment du mal à assimiler la nourriture. Le corps a commencé à grignoter un peu les muscles. C'est là où j'ai perdu le plus de poids. Et sinon, eh ben, écoute, j'ai essayé rien que marcher. Après une semaine sans rien faire, en retour, j'ai essayé d'aller courir 5 bornes. Au bout de 3 bornes, je n'arrivais plus à être en l'air, à décoller les 2 pieds du sol. Donc je revenais à la marche. Et tout doucement, tous les jours, je suis exactement comme dans une réadaptation. Depuis que je suis rentré, on va dire, il y a 3 grosses semaines d'entraînement, avec peut-être 3 jours où j'ai rien fait, sinon tous les jours où je vais rouler, où je vais courir. Et je vois une petite amélioration tous les jours. Un petit truc. Au-dessus d'une côte où je marchais, j'arrive peut-être un petit peu à recourir et ainsi de suite. J'arrive à enchaîner un peu de dénivelé positif. La semaine dernière, j'ai réussi à faire 2 sorties de 25 bornes. Bon, ça s'est terminé pas mal à la marche qu'à la course. Et tout doucement, je reviens. Ouais, donc, et c'est effectivement, pour la deuxième partie, de me rendre compte que mon sport restera à tout jamais le trail. Oui, évidemment, parce que de toute façon, je ne peux pas me dire marin en ayant passé un jour, 2 mois et demi dans ma vie à la rame. C'était un épisode de ma vie. Il y aura encore un autre épisode avec le Pacifique, mais que mon quotidien, c'est la terre, c'est la montagne, ce sont les Vosges, et c'est ce magnifique outil qui est la course à pied. Alors moi, en milieu naturel, mais ça aurait pu très bien être sur la route ou peu importe. C'est qu'avec très peu de matériel, c'est les rares moments de ta vie où tu es sans contrainte. Tu peux aller où tu veux, à la vitesse que tu veux, en y apportant ce que tu veux, peut-être au dossard, peut-être au défi personnel. Tu lui fais dire ce que tu veux au dossard. Il y a des gens, c'est pour pouvoir dire qu'ils sont fiers d'avoir arrêté de fumer il y a 1 an ou 2, ou qu'ils ont mis en place un régime alimentaire qui leur permet d'être fiers, en matérialisant quelque part un peu leur démarche personnelle, en passant la ligne d'arrivée du marathon de Paris,
ou en terminant un UTMB suite à un accident de la vie. Enfin, peu importe, chacun y met ce qu'il veut. Et ben, la course à pied est l'un des rares avec peu de matériel. Finalement, il suffit d'aller, alors je ne vais pas faire de la pub pour Iron, mais il suffit d'aller Tu sur un peux? site. Il suffit d'aller sur un site, de toute façon, il n'y en a pas 50 en même temps, C'est vrai. d'acheter du matériel. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Alors tout le monde va peut-être dire que c'est cher, c'est pas cher, enfin peu importe. N'empêche que c'est l'un des sports où finalement une paire de baskets, Mm. un short, un t-shirt, un kawaii, et encore qu'il ne pleut plus beaucoup dans nos pays, alors tu n'as même pas besoin. Et tu peux vivre au travers de ce truc hyper simple, et moi en plus en plein milieu des forêts, un moment très personnel, presque de développement personnel, où tu peux être très égoïste, ne penser qu'à toi, 1 heure par jour ou 2, et que le reste de ta vie est quand même, on a des vies sous contrainte, et que la course à pied restera ce magnifique outil universel dans le monde entier. Et pourquoi on court dans le monde entier c'est pas moi qui l'ai inventé, il y a bien une raison. Pourquoi des gens aux 4 coins du monde se mettent à courir parce que 90%, au moins 50% du corps est fait que pour courir. On fait ça depuis qu'on est sur Terre. Alors peut-être pour des raisons de survie, et maintenant pour des raisons de développement personnel ou pour courir, pour éviter la police qui te tape dessus, j'en sais rien. Enfin, on a toujours couru. Donc continuons à courir, et moi je continue à courir. Et si la dernière question allait vers l'idée à savoir ce que j'allais faire pendant les 3 années qui me séparaient, je l'imagine. Est-ce qu'on Qui va te voir au départ d'une course? Ouais, bien sûr qu'on va me voir au départ d'une course. Alors j'aurais pu le laisser un petit peu sous silence, mais il est clair que je me donne tous les moyens en ma possession, et j'ai revu beaucoup de choses pendant la traversée qui me permettent de dire que j'ai encore beaucoup de choses à faire, même à 44 ans. J'ai encore retrouvé des éléments de développement, de recherche-développement, entre guillemets, dans le trail. Et oui, effectivement, mais je vais découper mes saisons en deux pour les 3 années qui arrivent. Et il y aura une première partie de saison avec toute cette partie de préparation hivernale, avec du ski de fond, de la natation, machin. Et pour me mettre une belle course chaque année au printemps, enfin mai-juin, une grande course pendant 3 ans. Et mois de septembre, octobre, je serai dans une aventure personnelle, mais là pour aussi, là je pense qu'avec déjà la selle qui est prévue pour 2021, je vais largement conforter mon statut d'aventurier, entre guillemets, si on peut parler de statut d'aventurier. Et véritablement, il va y avoir 2 saisons en une. La première est de donner le meilleur de moi, et je ne me cache pas en disant que j'ai des vraies prétentions dans les 3 courses que je me suis fixées pour les 3 années qui arrivent, des courses de renom, voilà, entre 80 et 120 bornes. Et franchement, il va falloir que je me dépouille, mais j'ai vraiment envie d'aller chercher le meilleur de moi-même, clair. Bah, ça t'appartient, ça aussi, ça fait partie. C'est ta signature, donner le meilleur de soi-même. Ouais, et je mets On tout te en voit œuvre. rarement ne pas te donner à fond sur une course quand même. Ah ben non, non, c'est hors de question. Et là, je mets tout en œuvre, vraiment, pour revenir au plus haut niveau. Meilleur niveau par rapport à moi-même, hein, bien sûr, mais je mets tout en œuvre, et je vais même tester de nouvelles techniques qui me semblent maintenant très utiles d'essayer de développer, notamment en allant certainement faire des tours de piste ou aller courir sur la route pour pouvoir aussi développer des qualités de coureur qui sont actuellement nécessaires si on a la prétention de figurer parmi les meilleurs dans les grandes courses. Je n'ai jamais été habitué à courir autre part que dans la nature, mais le trail évolue, et à reconnaître aussi qu'il est nécessaire personnellement d'évoluer, même de faire évoluer, moi en tant que coach, de faire évoluer aussi ma pratique en l'adaptant et en restant ce que je suis et en jouant aussi, mais qu'il est nécessaire aussi d'adapter un petit peu l'évolution de ce sport-là. Et effectivement, ben, une fois par semaine, ben, je suis content d'avoir une paire de Brooks route pour aller faire des bornes, cavaler, mettre des séries à ma manière. C'est sûr que ça ne s'appelle pas 8 x 30-30, moi, mais ça s'appelle autrement. Mais effectivement, je cavale, et j'ai envie encore d'être très très fort en trail. Ouais. Et tu penses que du coup, cette expérience en mer pourrait te permettre d'être encore plus fort en trail? Ah ben, j'espère. Ouais, parce évidemment. que On apprend tellement de ces expériences. Ouais, au niveau mental, mais moi je parle au niveau physique. Est-ce que tu penses que tu vois le fait Ouais, je sais ce que tu vas d'avoir dire, mais moi, en fait, j'ai découvert quelque chose qui était peut-être dû à ma nature. Moi, coûte que coûte, ça doit passer. Je me mettais en avant de par peut-être les aspects physiques.
C'est-à-dire, coûte que coûte, je rentre dedans, mais ça passera et je mets un système de méditation en mouvement. J'ai beaucoup de techniques personnelles pour pouvoir parvenir à mes fins. En mer, tu peux faire ce que tu veux, c'est elle qui a raison. C'est elle qui te dicte la leçon et c'est toi qui disposes. Donc, il arrive un moment, si tu veux vraiment être très fort, il faut être capable d'aligner tous les éléments. Alors, les éléments, ils s'appellent la houle, le vent, le courant, enfin, tu appelles ça comme tu veux, en mer, par exemple, mais tu es obligé de composer avec. Et puis après, tu composes aussi avec tes forces à toi. Et si tu arrives à bien aligner tout ça, tu te rends compte que tu es très efficace. Mais ça ne dépend pas que de toi. Eh ben, je pense qu'en trail, il est tout à fait capable, en ayant tous les éléments qui nous sont proposés, et le terrain, et le moment de la course, et tous les événements, tous les éléments qui sont autour de toi, et si tu es capable de bien les aligner, plutôt que de te fixer que sur ta propre préparation physique pure et dure, je pense qu'on peut encore avoir un véritable gagne de quelque chose. Donc ça veut dire encore être plus adapté, sa foulée par exemple, au terrain auquel tu te trouves à chaque instant et d'essayer de, pas de jouer avec, mais de l'utiliser à ton propre pression, un peu comme dans les arts martiaux, j'ai envie de te dire. Et ça, j'ai été obligé de m'y faire dans la mer, mais j'étais pas du tout parti dans l'idée-là. Moi, je ramais, et voilà, c'est tout. Non, j'ai été obligé d'utiliser ces composantes pour être capable de parvenir à mes fins et surtout d'être meilleur. Si je m'étais juste contenté de ramer, j'y serais peut-être encore, au moins j'aurais mis minimum 90 jours. Et de jouer avec ces éléments, je pense notamment dans les grandes courses, il est tout à fait nécessaire en fonction de son état physique, en fonction du type de terrain. Il ne suffit pas juste de cavaler et de tabasser. En jouant avec les éléments, il est tout à fait possible de gagner encore un peu. Et je n'ai pas des grandes qualités physiologiques de supporter le lactate, ainsi que des grandes VMA. J'ai jamais eu tout ça, mais des grandes VO2, j'en ai jamais eu vraiment. Par contre, je vais, en allant là, je pense que j'ai encore un véritable terrain d'expérimentation pour être meilleur, encore plus fluide en tout cas. Enfin, en tout cas, encore peut-être moins se casser, se fatiguer qu'en étant dans le corps physique ou dans le corps mental, mais chercher cette fluidité encore plus en utilisant, en alignant correctement tous ces éléments et ces planètes. Bon, c'est intéressant, c'est très intéressant. Tu sais, on pourrait parler des heures. Ouais. Mais ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on papote. Donc, on va malheureusement devoir bientôt terminer. Et moi, j'ai pas de poser des questions à Sissi Cusso, savoir comment ressembler sa fin de saison. Non, là, c'est toi. Dit rien. C'est toi qui questionnes. Non, c'est moi qui pose des questions. On va passer au résultat du jeu. Ouais. Eh ben, parce que quand même, il y a une paire de Brooks en jeu. Hein. J'avais posé cette question, alors je voulais quand même que cette question ait du sens. Je vous avais tous demandé combien j'étais capable de courir sur route, sur plat, 3,169 milles nautiques. Alors en kilomètres, déjà, il fallait le reporter en kilomètres. Ça représentait à peu près 5 km et 50 mètres. C'est à peu près là. Donc voilà, moi j'ai fait 3000, enfin non, j'ai fait 2000. C'est à peu près la distance que j'ai faite en 1000 pour ma traversée de l'Atlantique. Donc voilà, donc combien j'ai mis de temps? Alors j'ai mis 18 minutes et 53 secondes. Alors j'étais quand même hyper déçu de voir les résultats qu'on pu me dire. J'ai beau être un peu dans le dur, mais les gars, il faudrait quand même pas se moquer de moi à me foutre déjà vieux et au rancœur, hein, parce que j'ai vu des 20 minutes, des 25 minutes, des 29 minutes. C'est clair. Attends, j'ai même vu un 53 minutes. D'accord. Donc voilà. Donc, par contre, tu m'avais dit 18 minutes 43. Ouais, j'ai dit 53, oui, 43, pardon. 43. Alors, on a notre gagnant. Je ne sais pas si tu as vu le gagnant ou pas. C'est Gabin. Gabin Lefebvre. Tu vas me dire qui c'est alors. C'est Gabin Lefebvre qui a dit, qui avait pronostiqué 18-30. Il était pas bien loin. Joué. Un mec qui a donné quand même, qui me bat encore au rencard. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, écoute, l'idée c'était donc de faire gagner une paire de Cascadia 14. Forcément, je suis obligé de refaire un petit clin d'œil à Brooks, qui a été, qui finalement a même traversé l'Atlantique parce que j'avais une paire de Brooks au pied pour traverser l'Atlantique. Donc ils sont de toutes les campagnes. La Cascadia 14 est pour moi plutôt un bon modèle parce que j'ai eu la chance de faire ma dernière grande épreuve, ça a été le Mercantour, avec lequel j'ai traversé en Cascadia 14. Alors même si dans encore une paire de mois à attendre, la Cascadia 15 va arriver,
ça reste un modèle abouti parce que j'ai envie de dire, et ça ne me dérange pas de parler comme ça de Brooks, il y avait un véritable problème, notamment par rapport à la semelle et en descente, et que l'évolution sur la 14 est juste révolutionnaire de dire qu'enfin on accroche correctement, notamment sur les cuirs mouillés. Et c'est aussi chouette de voir qu'une marque elle évolue et qu'elle n'a pas. Elle n'a pas honte de dire que c'était pas terrible, terrible et qu'elle est vraiment améliorée. Et c'est encore mieux sur la 15 et c'est encore mieux sur le modèle qui va sortir courant août, mais ça reste une surprise et une découverte avec ce nouveau modèle un peu révolutionnaire, un peu différent que va sortir Brooks. Donc je suis quand même plutôt content. Alors là, j'en ai une en ce moment, mais on va t'en faire gagner une autre. La Cascadia Cartov, elle ressemble à ça. Ça passe dans l'écran là, comme ça. Regarde. C'est un peu flou, mais ça va, on arrive à voir. On voit qu'elle a fait quelques kilomètres. Ouais, elle en a un petit peu. Enfin, en tout cas, elle a à peu près tout ce que je fais en ce moment depuis que je suis rentré. Voilà, je cours en Cascadia 14 quasiment au quotidien, sauf sur la route. Et j'en ai une autre paire. Mais j'adore mes paires usées quelquefois, mais j'aime la Cascadia 14 parce qu'elle est quand même tout terrain. Et pour me refaire la cerise, en ce moment, je bouffe beaucoup de hors-piste. Et avec la Cascadia 14, ça passe nickel. Ok, bon, et ben Gabin, on t'enverra la Cascadia 14 et on prendra contact avec toi. Félicitations. Et puis merci à tout le monde d'avoir joué le jeu, d'avoir tenté votre chance. Voilà, vous avez vexé Stéphane, mais il va s'en remettre. Je pense qu'il en a vu d'autres. Oui. Un grand merci, Stéphane, pour ta disponibilité. C'est vraiment intéressant. On aimerait te garder plus longtemps, mais malheureusement, l'heure tourne. Ouais. Donc, on va devoir quitter. C'était vraiment sympa d'échanger avec toi. Bravo encore pour tout ce que tu réalises. On te suivra sur tes différentes épreuves. Et tarcosaventure.com. Voilà. Et bien sûr, sur ton prochain défi sur la traversée du Pacifique. Bonne préparation à toi. Merci. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Et puis, rendez-vous jeudi prochain pour le prochain blabla. Et le live sera en replay et en story. Donc, si vous avez raté quelque chose, vous pourrez le revoir. Voilà. Bonne soirée, Stéphane. Salut Iron. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut. Bye bye. Bye bye.